Eva Bester. Mais ça va bien, figurez-vous. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai l'impression que c'est pas moi. De quoi on parle cette semaine? Alors, chaque semaine, je vous propose de fuir le réel avec l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose que la totalité des gens que vous connaissez ont déjà eu entre les mains. Donc ça élimine l'argent déjà, mais ça peut vous en faire gagner parce que c'est une de mes passions graphiques, les cartes à jouer. L'histoire des cartes à jouer. D'où viennent ces petits bouts de carton rectangulaire dont les figures sont immédiatement identifiables dans tous les pays du monde? Eh bien, comme le disent les journalistes d'investigation, on ne sait pas vraiment. On pense qu'elles sont nées au XIIe siècle, en Extrême-Orient, peut-être en Chine. En Europe, elles apparaissent dans la seconde moitié du XIVe siècle. L'engouement qu'elles vont provoquer est tel qu'elles se mettent immédiatement à dos l'Église et l'État. L'État, puisque les travailleurs arrêtent de travailler, et l'Église, parce qu'évidemment, c'est la personnification du diable, le jeu, comme vous le savez tous. Alors, dès ses débuts, un jeu de cartes classique est composé de 4 séries. Mais toutes les séries ne comportent pas les trèfles fous et les piques effrontés que l'on connaît. Les enseignes dépendent en fait des aires géographiques. En Espagne et en Italie, on trouve des épées, bâtons, coupes et deniers. Dans le monde germanique, on joue avec des grelots, des glands, des cœurs et des feuilles. Et en Inde, on peut trouver des couronnes, des lunes, des sabres et le plus poétique de tous, des coussins. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez donc avoir en main un 6 de feuilles, un 8 de grelots, une dame de lion, un valet de fleurs, un 10 de perroquet ou un roi de gland, c'est pour vous. Ah, merci. Les animaux ont aussi eu leur heure de gloire, comme vous le montre ce 7 de cervidés et ce 9 d'oiseaux. Wow. Et vous pouviez Incroyable. aussi gagner une partie grâce à une dame de croissance qui est quand même assez coquet. La France, elle, adopte assez tôt les enseignes universelles qui seront utilisées dans le futur, c'est-à-dire cœur, carré, trèfle et pique. Ces symboles sont immédiatement identifiables, même par les gens qui ne savent pas lire, et ça arrange les cartiers qui n'ont besoin que de 2 couleurs pour imprimer les cartes à points, c'est-à-dire les cartes qui vont de l'As au 10. Les valets, rois et reines sont les cartes qui subissent le plus de changements. On les affuble d'accessoires, ils changent de posture, on leur met des animaux de compagnie, ils se retrouvent coupés en deux de façon rectiligne ou diagonale. Il y a quelques tentatives de dessin fantaisiste, mais le joueur de cartes est très conservateur et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on joue avec des cartes de type habillé comme au XVe siècle. Alors, ça aurait pu ne pas être le cas, parce qu'à la Révolution, on a voulu mettre des types moins guindés, et c'est Platon et Rousseau, par exemple, qui se disputaient le titre de sage de trèfle. Mais en 1808, un seul spécimen officiel est autorisé. C'est sur lui, désormais, qu'on se base en réalisant quelques ajustements. À partir de 1851, l'éditeur et imprimeur Grimaud, dont le nom existe toujours, introduit des innovations favorables aux joueurs. Bords arrondis, portraits réversibles et apposition d'index de valeur dans le coin des cartes, comme celle des jeux avec lesquels vous jouez tous aujourd'hui. Alors, j'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, elle est passionnante, ni d'aborder tous les continents, mais sachez pour l'anecdote que Nintendo, avant d'être un empire du jeu vidéo, était un fabricant de jeux de cartes. Vous le saviez, Mouloud, rien ne vous échappe. Je vous recommande un ouvrage aussi, non? Bah oui, le quartier, bien sûr. Je vous recommande un ouvrage dont j'ai tiré la majorité des informations de cette chronique et des illustrations, qui est absolument magnifique. C'est le livre Fabuleuse carte à jouer, dirigé par Jude Talbot. C'est captivant et c'est si joli que je l'ai placé comme un tableau chez moi. Et je termine par une question, mademoiselle Agnès, je vais vous montrer un jeu de cartes de 1811 et je voudrais que vous me disiez comment vous vous habilleriez dessus si vous aviez le choix. J'en choisis une? Ouais. Ah, pardon. Privilège de l'âge. En bas à droite. Ok. En dame de pique. Okay. Non? Oui. Oui. Bien? Oui, très bien. Bon. Je suis captivée. Vous êtes captivante. Ah, je vous aime. Ouais, moi aussi.